Bonjour à tous et bienvenue dans 360. J'ai déjà réalisé une vidéo d'introduction sur les nappes phréatiques. Aujourd'hui, je vous propose de creuser un peu le sujet, mais pas trop non plus, puisque nous allons nous intéresser aux nappes de surface. Comme vous le savez, un affluent est une rivière qui vient apporter son eau à une autre, plus grande. Mais saviez-vous qu'il peut arriver qu'un fleuve soit lui-même la source de l'eau de son propre affluent ? Les nappes de surface s'observent dans des roches sédimentaires, comme dans le bassin parisien ou le bassin aquitain, dont elles occupent seulement les premières dizaines de mètres de profondeur, de 20 à 80 dans la plupart des bassins français. Ces nappes sont directement ou indirectement connectées à la surface et sont donc sensibles aux entrées et aux sorties d'eau. Leur niveau variera donc en réaction à des influences extérieures. C'est pour cela qu'on appelle aussi ces nappes des nappes réactives. Une partie de ce flux est connectée à la pluie qui tombe sur le bassin et qui s'infiltre à travers les roches, puis à l'eau qui est prélevée par le vivant, humain inclus. Mais les fleuves et les rivières jouent aussi un rôle important. Prenons un fleuve puissant avec un fort débit d'eau, la Loire par exemple. La Loire traverse la plaine de Beauce, dont les unités géologiques sont des roches sédimentaires poreuses, abritant une importante nappe phréatique qui alimente des industries, des villes et surtout l'une des plus grosses régions céréalières d'Europe. Le volume d'eau transporté par la Loire est tel que son niveau est supérieur à celui de la nappe de Beauce. Ainsi la Loire va-t-elle voir une partie de son eau s'infiltrer dans la nappe alluvionnaire et de là dans la nappe de Beauce, participant à sa recharge. Mais voilà, en plusieurs endroits, le sol à proximité du lit de la Loire est en creux. Il est plus bas que le niveau de la Loire, plus bas que le niveau de la nappe, qui se met alors à éjecter son eau. Cette eau forme des résurgences, autrement dit, des sources, comme celle de Tavers, et même de véritables rivières, comme le Loiret. La source du Loiret, c'est donc la Loire, par l'intermédiaire de la nappe phréatique, sauf que le Loiret est lui-même un affluent de la Loire, à laquelle il rapporte donc l'eau qu'elle avait perdue par infiltration. Et la relation entre une rivière et sa nappe réactive ne s'arrête pas là. Reprenons notre fleuve. En hiver, oui, il est plein et il remplit sa nappe. Mais quand vient la saison sèche, son niveau baisse fortement, tellement que le processus va s'inverser. La nappe va rendre de l'eau à son fleuve, lui permettant de conserver un peu plus de débit. Il n'y a rien d'anormal à ce qu'un fleuve qui alimente sa nappe en saison humide voit l'eau restituée par les nappes représenter la majorité de son débit en saison sèche. D'autres rivières sont toujours dépendantes de la nappe qui leur donne naissance. La nappe se recharge par d'autres moyens, la pluviométrie notamment, et alimente sa rivière à longueur d'année. D'autres rivières encore ne peuvent pas remplir suffisamment leur nappe pour qu'elles soient jamais capables de leur rendre de l'eau. Certaines rivières peuvent même complètement disparaître absorbées par leur sous-sol. On l'observe surtout dans des régions semi-arides, mais ça peut arriver dans certains coins dans le sud de la France. Différentes rivières auront donc différentes dynamiques. Maintenant, prenons un instant pour réfléchir. Si l'eau d'une nappe peut se déplacer ainsi latéralement depuis ou vers le réseau hydrographique du bassin versant, qu'est-ce qui l'empêche de se déplacer dans une autre direction ? Rien. L'eau d'une nappe n'est pas figée en un point. En fait, si aucune structure géologique ne la piège, l'eau d'une nappe va s'écouler dans le sens de la pente, exactement comme une rivière. Pour cette vidéo, nous allons négliger les structures géologiques capables de la piéger, à l'exception d'une couche d'argile sous-jacente qui définit le fond de la nappe. C'est celle qui est visible sur toutes mes images précédentes. Dans ce genre de cas, la nappe s'écoule soit jusqu'à la rivière qu'elle alimente, soit vers la mer à travers les sédiments. Mais elle s'écoule. Des vitesses mesurées en centimètres par jour n'ont rien d'anormal. C'est pourquoi une nappe réactive n'est pas un moyen pérenne de stocker de l'eau. Entre tous les êtres vivants qui la pompent et son écoulement naturel, une nappe réactive voit son niveau baisser dès qu'elle n'est pas en train de se recharger.
En Europe, les nappes réactives se rechargent surtout l'hiver puis se vident l'été, d'où nos sécheresses récurrentes en fin d'été, quand les nappes ont baissé. Cela fait des mois que le fleuve apporte peu, voire consomme l'eau de la nappe. Le vivant, lui, il vit sa vie, l'agriculture irrigue, les humains pompent de l'eau pour leur ville, et le changement climatique va venir exacerber ce phénomène. On s'attend à des épisodes de sécheresse plus longs et plus sévères, entrecoupés d'épisodes de recharge plus intenses. Le problème, c'est que dans un espace fini, les ressources sont finies. Et cela vaut aussi pour la ressource qu'est la porosité. Une nappe peut atteindre la saturation. Donc ce n'est pas parce que les épisodes de recharge seront plus violents que cela compensera des sécheresses plus longues. Le volume d'eau stockable par la nappe n'augmente pas. Le sol, situé au-dessus de la couverture sédimentaire, peut aussi stocker de l'eau jusqu'à saturation. Et puis, quand il y a trop d'eau et qu'elle ne peut plus pénétrer dans le sol, c'est l'inondation par débordement des nappes phréatiques, comme cet hiver dans le nord de la France. Ce genre d'épisode d'excès d'eau risque lui aussi d'être plus fréquent, ce qui impliquera des adaptations. Reclasser les zones où une nappe est proche de la surface, comme des zones inondables, ou bien construire sur pilotis ou sur des remblais. Rien d'inédit, rien d'impossible. Des peuples prospèrent dans des régions qui sont inondées la moitié de l'année. Mais les sécheresses aussi seront plus nombreuses, comme je le disais. Dans ces cas, le niveau de la nappe va baisser. S'il baisse trop, l'industrie et l'agriculture doivent réduire puis suspendre leurs prélèvements, ce qui se traduit par un arrêt de la production, suivi par les agglomérations, ce qui implique que les villes concernées seront désormais alimentées en eau par camions-citernes. Et au final, le biotope lui-même est menacé, et seuls des êtres vivants capables de survivre à la sécheresse survivront. Du coup, on se dit que stocker l'eau en période d'excès, en prévision de sécheresse plus longue, serait une bonne idée. Après tout, si on capte une eau excédentaire, elle ne manquera à personne, et c'est ça de moins à pomper dans la nappe plus tard. Il existe différents moyens de permettre cette rétention de l'eau, mais ce sera un sujet pour une autre vidéo. À une prochaine fois, et d'ici là, puisse votre esprit demeurer vif et votre curiosité dénuée de toute limite.